Bonsoir, madame. Bonne fin d'après-midi, ma chère. Alors, on va réviser le thème guerre. Hanine, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que la révision s'avance, hein? Donc, que tout va bien pour vous. Donc, nous allons nous entraîner, hein. Là, vous avez un texte qui est assez intéressant de Philippe Claudel. Donc, on va le lire. Vous l'avez déjà sur la plateforme. Neder, Neder, tu veux intervenir, Neder? Allez, on commence. C'est bon? Je vais lire le texte, donc vous suivez très attentivement. Et voilà. Et donc, nous devons profiter de la séance. Donc, je vais lire. La guerre dura ce que l'on sait, c'est-à-dire d'innombrables mois, c'est-à-dire plus d'un millier de jours et de nuits. Firmin Vouge y tint sa place comme des millions d'hommes des deux camps. Il souffrit, il eut froid, faim, soif, il eut peur, il pleura, il supplia, il espéra, il pria. Il vit mourir autour de lui des centaines de ses semblables, et chaque fois que l'un d'entre eux mourait, c'était un peu comme si une partie de lui-même mourait ou s'éteignait à jamais, sans possibilité aucune que cette lumière ne puisse un jour se rallumer et réchauffer son corps. Il connut les marches forcées sous les feux des obus, l'immuable attente dans les tranchées qui l'été ressemblaient à des fours et l'hiver à des rivières de boue profondes dans lesquelles les corps s'épuisaient en s'engluant. Chaque mois, Firmin recevait une lettre de son père, et chaque mois, Firmin lui écrivait. Au franc, quand Firmin lisait les lettres de son père, c'était comme si s'ouvrait une lourde porte derrière laquelle apparaissait soudain, et avec une brutalité presque suffocante, le village, les forêts qui l'encerclaient, les pâtures où les vaches grasses et lentes broutaient l'herbe surpiquée de fleurs, les maisons serrées les unes aux autres, le ruisseau, la tournerie. Le paysage qu'il avait devant lui, paysage de terre et de gravats remués, paysage informe, aux arbres réduits à de simples troncs, pareils à des échardes, immenses plantés dans un corps malade, paysage de creux remplis d'eau morte, de buttes hérissées, de mâches-fer, de saignées longues et tortueuses, de cadavres impossibles à ramener vers l'arrière, ce paysage-là n'existait pas le temps de la lecture de la lettre. Il n'y avait plus que le village, la vie d'avant, la lumière des saisons, le rythme propre, leur belle respiration. Le vieux Vouge écrivait avec des mots simples, sans faire d'effet. Et c'est peut-être cette simplicité qui allait droit au cœur de Firmin et lui donnait tout à la fois la nostalgie de son pays et l'espoir de le revoir au plus vite. À 4 occasions, il aurait pu revenir au village, le temps d'une permission un peu plus longue que les autres, mais il eut peur, peur de ne plus pouvoir repartir, peur de rester tapi dans la maison près de l'atelier, comme on aimerait lorsqu'on est tout petit revenir parfois dans le ventre de sa mère. Il l'expliqua à son père. Le vieux ne s'en offusqua pas. Lui aussi avait connu la guerre, jadis, et même si celle qu'il avait faite était bien différente de celle-ci, il pouvait comprendre. C'est un très beau texte de Philippe Claudel. C'est bon? Est-ce que vous avez lu le texte d'abord? Vous en avez fait une lecture silencieuse? Oui? Neder? Non. Erige? Oui, madame. C'est bon? Est-ce qu'on peut commencer à travailler? Ou est-ce que vous éprouvez le besoin de relire? Hani, tu ne l'as pas lu? Madame, نجم نعاودو نقراو.
Bien sûr. Alors, je vais me taire, je vais vous accorder juste 5 minutes. Vous allez relire rapidement Ok, et puis on se lance hein, au travail. Hein. ok, D'accord, madame. Hamine. Hein. Oui, allez-y, allez-y. Je t'en prie, ma chère. Hein. Allez-y, Souloul. Alors, ça va Maïmouna, Oui, madame. Mouad, Manal, ça va C'est bon Vous avez fini Oui. C'est bien. Alors, vous avez vu, le texte est très intéressant. Regardez bien. Donc, nous allons lire les questions de compréhension. Vous les avez hein, sous les yeux. Voilà, donc on va commencer par la première question. D'accord. Allez, Hanine. Hein. Donc, première question de compréhension. Offrant, la vie est insupportable. Pourquoi est-elle si dure Répondez en vous appuyant sur deux indices du texte. Donc, regardez bien attentivement. Cette question est constituée de deux parties. Une assertion, une affirmation. Offrant, la vie est insupportable. On nous donne une information. La vie est insupportable. Offrant, c'est-à-dire à l'endroit où il y a les confrontations, où il y a les heurts, donc la guerre.
Pourquoi est-elle si dure? Donc, on a d'abord insupportable. L'adjectif insupportable est repris par l'expression si dure. Répondez en vous appuyant sur deux indices du texte. On va répondre à quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le pourquoi, c'est-à-dire la raison ou les raisons. Voilà. Donc la question porte sur le pourquoi, elle porte sur les raisons qui ont fait que la vie offrant est insupportable. Elle est si dure. Donc maintenant, on va revenir au texte et nous allons essayer de relever les indices qui montrent que la vie offrant est insupportable. Qu'est-ce que je peux souligner ici? Oui, Hanine, c'est ça, la raison, oui. Alors, qu'est-ce que je peux souligner? Oui, par exemple, il souffrit, donc il souffre, tout comme les autres soldats. Oui, Soif. il eut froid, faim, soif. Oui, donc c'est une souffrance qui est de quel type, de quel genre? Physique. Bien, c'est ça. Donc souffrance physique. Est-ce qu'on a d'autres détails qui montrent que les soldats souffrent physiquement dans ce même paragraphe? Où est-ce qu'ils vivent, ces soldats? Regardez, ils vivent dans les tranchées. Hein? Les tranchées. Vous savez ce que c'est que les tranchées? Ce sont les fossés. Aménagé. Voilà. Où les soldats vivent pour se protéger contre les attaques de l'ennemi. Donc, dans les tranchées qui l'été ressemblaient à des fours et l'hiver à des rivières de boue profonde dans lesquelles les corps s'épuisaient donc et en s'engluant. Donc c'est une souffrance physique. Ensuite, qu'est-ce que je peux souligner d'autre? Regardez bien. Peur. Le peur pleura, Donc si supplia. on pleure pas parce qu'on a peur, on supplie. Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Regardez bien. De la mort. Bien, il est confronté à la mort. Le soldat, le jeune soldat ou les soldats, oui, donc on est confronté à la mort. Il vit mourir autour de lui des centaines de ses semblables et chaque fois que l'un d'entre eux mourait, c'était comme un peu comme si une partie de lui-même mourait ou s'éteignait à jamais, sans possibilité aucune que cette lumière ne puisse un jour se rallumer et réchauffer son corps. Donc, il mourrait à petit feu. Pourquoi? Parce qu'il risque de mourir, parce qu'il a peur de mourir lui-même et parce qu'il voit les autres mourir autour de lui. Il connut les marches forcées sous les feux des obus. Donc, là où il y a des bombardements, les soldats avancent malgré les obus, malgré le danger. Donc à chaque instant, il est confronté à l'idée de mort. Nous sommes d'accord? C'est bon? On peut structurer notre réponse, on peut rédiger notre réponse? Oui. D'accord, allez-y. Donc on va rédiger notre réponse. Voilà, donc on va noter. Donc épreuve. « 2017, c'est la session de contrôle. Mais c'est une bonne épreuve. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Donc je vais noter ici, étude de texte. Je vais noter ici, compréhension.
Et on va rédiger notre réponse. Donc, on va noter. On va commencer par le plus simple. Donc, offrant. On part toujours de l'énoncé pour éviter les difficultés, les contresens, les problèmes d'orthographe et tout. Hein. Donc, offrant, ce qui prime pour nous, ce qui est important pour nous, c'est de décrocher le maximum de points. Donc, offrant la vie est insupportable. En effet, les soldats vivent dans des conditions lamentables au point de souffrir. Autant physiquement que moralement. Firmin comme les autres souffrent. Je vais relever quelques détails qu'on a soulignés. Donc, je vais noter souffre. On nous a dit il eut froid, donc souffre du. Je vais mettre froid. De la faim. Faim. Soif. Voilà. Et de la soif. Donc, je vais mettre juste le mot soif entre guillemets. De la soif. De plus, ces soldats vivent dans des, je vais mettre entre guillemets, tranchées, humides, et impropres. Qui, l'été. Je ne suis pas obligée de mettre tous ces détails, mais puisqu'on est en train de nous entraîner, puisqu'on est en train de répondre aux questions de compréhension d'une épreuve, j'aimerais que vous ayez tous les détails. Mais on nous a demandé de relever 2 indices, donc c'est largement suffisant de dire qu'il souffre du froid, de la faim, par exemple. Mais là, je veux que vous ayez une réponse détaillée. Hein. Alors, qu'il était ressemblé à des fours et l'hiver à des rivières de boue. Voilà, donc là on a répondu à la première, au premier type de souffrance, la souffrance physique. Là on va noter, par ailleurs, ces soldats vivent dans la frayeur de perdre la vie. Je vais noter ici. Il vit mourir.
autour de lui des centaines de ses semblables. Des centaines de ses semblables. N'est-ce pas, Rawan? On aurait pu également relever, il eut peur, pleura aussi, hein, supplier aussi. Il supplia, n'est-ce pas? Donc, il supplie parce qu'il a peur, parce qu'il souffre. N'est-ce pas? Ça va? Maintenant, on va relire la réponse. Donc, offrant, la vie est insupportable. En effet, les soldats vivent dans des conditions lamentables au point de souffrir autant physiquement que moralement. Je peux dire au point qu'ils souffrent et physiquement et moralement. Firmin, comme les autres, souffre du froid, de la faim et de la soif. De plus, ces soldats vivent dans des tranchées humides et impropres qui l'été ressemblaient à des fours et l'hiver à des rivières de boue. Par ailleurs, ces soldats vivent dans la frayeur de perdre la vie. Il vit mourir autour de lui des centaines de ses semblables. C'est bon? Vous me suivez? Madame, Sourour. Oui. lamentable. Qu'est-ce que ça veut dire, lamentable? Misérable, difficile, pénible. Ça va? Ok. Alors, on passe Merci. à la question de rien, je t'en prie. Hein. Je suis là pour te répondre et ça me fait tellement plaisir. Hein. Alors, 2. Sourour, où on fait son travail avec amour, ou on laisse tomber. Et moi, je suis passionnée par mon travail. Je ne peux pas faire autrement. Alors, Tu es deuxièmement, adorable. merci. Hajbenti, toi aussi. Alors, Firmin-vous, je reçois régulièrement des lettres de son père. Quelles conséquences la lecture de ces lettres a-t-elle sur lui? Moi, je dois vous montrer. Vous avez déjà les questions, n'est-ce pas? Sous les yeux. Allez, on va décortiquer la question comme on a l'habitude de faire. Hanin, n'est-ce pas? Rawant, Maïmouna. Et tous les autres. Allez, Firmin-vous, je reçois régulièrement des lettres de son père. Vous voyez le type de question. Donc, on donne une affirmation et puis on pose la question. Donc, Firmin-vous, je reçois régulièrement des lettres de son père. Quelles conséquences? Donc, la question porte sur les conséquences. Tout à l'heure, la première question a porté sur la raison ou les raisons pour lesquelles la vie est difficile, la vie est insupportable. Quelles conséquences la lecture de ces lettres a-t-elle sur lui, sur Firmin? Citez-en deux. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher de conséquences. De conséquences de quoi? De cette lecture, de la lecture des lettres que le père envoyait à son fils. Donc, je reprends le texte et on va essayer de piocher dans cette... Paragraphe 2, madame. Oui, il y a un détail dans le paragraphe 2, mais il y a d'autres détails au 4e. Paragraphe. C'est le 3e paragraphe ici. Hein. Regardez. Offrant, confirmant, lisez. Voilà la lecture, vous voyez? Donc je vais utiliser le verbe. Hein. Lisez les lettres de son père. C'était comme si s'ouvrait une lourde porte. Qu'est-ce qu'on fait à travers la porte? Métaphore? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? À quoi sert une porte? Une porte, c'est une ouverture, n'est-ce pas? Elle nous permet de partir. Ou on entre également. Mais là, c'est pour sortir. Hein. Lui, il est offrant. Et quand il lit les lettres, je cherche le mot. Que représente la lecture? Que représentent les lettres? Voyage? Voyage. Donc, c'est-à-dire? Imaginer. C'est une échappatoire. Il échappe.
Il échappe à l'horreur de la guerre. Il oublie. Oui, Marioma, c'est un refuge. Oui, oui, Maïmouna. Donc, cela lui permet d'échapper. Hein. Donc, de s'évader. Une évasion, une échappatoire à l'horreur de la guerre. Donc, je vais garder cet indice. Mais il y a autre chose. Regardez bien. Pardon. Regardez bien attentivement. Avec le vieux, vous, j'écrive avec des mots simples, sans faire d'effet. Oui, C'est peut-être cette oui. simplicité qui est encore. Mhm. Qu'est-ce qu'elle donnait, cette simplicité? Bien, Nostalgie. la nostalgie de son pays et l'espoir de le revoir au plus vite. Donc, il est partagé entre deux sentiments. Ou bien il est envahi par deux sentiments. La nostalgie, c'est-à-dire il veut revoir son pays, hein, il éprouve de la tristesse, du regret d'avoir quitté son pays natal pour le franc, mais également on a l'espoir de le revoir au plus vite. Donc, la lecture des lettres paternelles insuffle l'envie, hein, donc l'envie de revenir au pays natal, l'envie de s'accrocher à la vie, donc l'envie de rester en vie, le désir de rester en vie pour retrouver sa vie d'avant. C'est bon? Voilà, nous avons deux conséquences. Vous savez ce qu'on va faire? Donc, ça, c'est, on va rattacher ceci au premier indice. Et ça, c'est une deuxième conséquence. Donc, voilà les conséquences de la lecture des lettres paternelles sur le jeune homme, sur le jeune soldat. Vous êtes d'accord? Coucou! Absolument. D'accord, allez-y, tant mieux. Donc, on va rédiger la réponse. Donc, on va noter 2. Vous n'êtes pas obligé, je le répète, vous n'êtes pas forcé d'écrire autant que moi. Je suis en train de vous entraîner, j'essaie de vous donner le maximum. Mais vous pouvez vous exprimer en un paragraphe plus court que celui-ci, que j'ai rédigé pour la première réponse. Nous sommes d'accord? Alors, je vais noter Firmin, Vouge, reçoit régulièrement des lettres de son père. La lecture des lettres paternelles en de multiples conséquences sur le jeune soldat. Je vais structurer ma réponse. En premier lieu, ces lettres permettent à Firmin d'échapper à l'horreur de la guerre. Je vais relever l'indice. Ce n'est pas exigé, mais moi, je veux que vous ayez toujours des réponses donc justifiées. Hein. Donc, au bac, vous ne serez pas sanctionné si on ne vous demande pas de justifier. Vous ne le faites pas. Donc, la guerre, alors, c'était comme
comme si s'ouvrait une lourde porte. D'ailleurs, Firmin éprouve une langueur. La langueur, c'est la tristesse, hein, d'être loin de son pays natal. Je vais justifier, puisqu'on nous dit citer, mais ce n'est pas justifié, hein, citer. On l'a cité ici. Je peux noter ceci est traduit dans le texte par et je vais relever le mot nostalgie. Cette simplicité, donc on va noter ici par, je vais noter dans la lecture et je vais ouvrir les guillemets, lui donner. Lui donner, je vais supprimer tout à la fois parce que j'ai besoin du mot nostalgie simplement. La nostalgie de son pays. Voilà. Donc, on a utilisé l'articulateur logique en premier lieu. Maintenant, je vais utiliser en second lieu grâce aux lettres paternelles ou bien aux missives paternelles, aux lettres paternelles, Firmin s'accroche à la vie. Les lettres lui insufflent je vais ouvrir les guillemets pour justifier l'espoir de revoir. Je vais refermer les guillemets et je vais mettre entre crochets le pays natal au plus vite. Voilà donc les deux conséquences. On va relire, si vous voulez bien, la réponse, au cas où il y aurait une coquille ou une irrégularité. Donc, Firmin Vouge reçoit régulièrement des lettres de son père. La lecture des lettres paternelles ont de multiples conséquences sur le jeune soldat. En premier lieu, ces lettres permettent à Firmin d'échapper à l'horreur de la guerre. C'était comme si s'ouvrait une lourde porte. D'ailleurs, Firmin éprouve une langueur, c'est-à-dire une tristesse, d'être loin de son pays natal. Ceci est traduit dans le texte par la lecture lui donnait la nostalgie de son pays. En second lieu, et je dois encadrer comme je l'ai fait pour la première partie de la réponse, en second lieu, grâce aux lettres paternelles, Firmin s'accroche à la vie. Les lettres lui insufflent l'espoir de revoir le pays natal au plus vite. Ça va? Oui. C'est clair? Voilà. Sourouj. Oui. D'accord. Sarah? Ça fait? Oui, très bien. Rawand.
Alani? Très bien, très bien. Mohamed Mouaz? Manal? Maïmouna? Je dois m'assurer que vous avez bien compris. Très bien. Allez, on poursuit donc. On passe maintenant à la troisième question. Le narrateur, très bien Maïmouna. Alors, le narrateur oppose le paysage du village natal à celui du franc. Qu'est-ce qui caractérise chacun d'eux? Justifiez votre réponse par 2 indices textuels. Vous voyez, là, on nous demande une justification. Justifier. Le narrateur oppose le mot, donc le verbe le plus important, c'est le verbe opposer. Qu'est-ce qu'il oppose? Le paysage du village natal à celui du franc. Donc voilà. Qu'est-ce qui caractérise chacun d'eux? C'est bon? On va relever 2 indices textuels. Un indice pour le premier et un indice pour le second paysage. Voilà. Je reprends maintenant le texte et on va essayer de relever l'indice. Alors, je vais revenir. Sourour. Alors, tout à l'heure, on parlait de la porte. Oui, madame. C'est toi qui as évoqué la porte. Donc, là, on va retrouver le paysage du village natal. N'est-ce pas, Hanim? Mhm. Bien heureuse, Mohamed Mouaz, que tu aies compris. Hein? Alors, donc, le village, les forêts qui l'encerclaient, les pâtures, les vaches grasses et lentes broutaient l'herbe surpiquée de fleurs, des maisons serraient les unes aux autres, le ruisseau, la tournerie. Comment est ce paysage? Paradis, Il est paradisiaque, oui. Qu'est-ce qui t'a fait penser au paradis? les fleurs, les Bien, maisons. la verdure, hein, les pâtures, les fleurs, Oui, les forêts, mais la présence aussi de l'eau, le ruisseau, la tournerie. oui, Oui, oui. Qu'est-ce qui le caractérise, ce la paysage? vie, La vie, la oui. vie, Oui, quoi d'autre? le Comment doit paix, être le village? La paix, très bien. Mais quoi d'autre également? Les maisons serrées les unes aux autres. La sécu, la sécurité. bien. Le calme, n'est-ce pas? La beauté. Oui, Donc, je vais mettre des points de suspension, n'est-ce pas? oui, Maïmouna. Le franc aussi fait partie de la nature, mais c'est une nature qui est, on l'a dit, c'est une nature qui a été saccagée, sacrifiée. Tu comprends? Donc, il faut bien comprendre le message de l'auteur. Hein? Donc, l'auteur met en évidence ce paysage du pays natal qui traduit, qui reflète la paix, la sécurité, la sérénité, la beauté et même la richesse. Et même la richesse. Regardez, on nous parle des vaches grasses et lentes. Grasses, c'est-à-dire elles sont grosses et lentes. Donc, c'est un paysage qui traduit l'opulence, la richesse, le calme, la sécurité. C'est bon? Maintenant, nous allons essayer de voir. Donc ça, c'est le premier paysage. Regardez bien attentivement le paragraphe suivant. Le paysage qu'il avait devant lui. Paysage de terre et de gravats remués. Paysage informe qui n'a plus de forme. Aux arbre réduit. arbres réduits à de simples troncs, pareils à des échardes immenses plantées dans un grand corps malade. Paysage de creux remplis
d'eau morte, de buttes hérissées, de mâches fer, de saignées longues et tortueuses, de cadavres impossibles à ramener vers l'arrière. Donc, qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui caractérise ce deuxième paysage? La mort. La mort. Bien, la mort, l'horreur. Hein? Donc, Le corps. oui, La sécheresse. l'horreur. Il n'y a pas de sécheresse. Pourquoi la sécheresse? Il a C'est un dit paysage. les C'est arbres pas- réduits. Oui, c'est pas à cause de la sécheresse. Ce sont des arbres qui sont Violence. réduits Violence. en échardes immenses parce qu'il y a eu des obus, parce qu'il y a eu des bombardements. Donc les arbres ont perdu leurs feuilles, mais également, ils ont tout perdu. Il n'y a que des troncs pareils à des échardes, à des morceaux de bois hein, pointus, qui sont plantés. Regardez, c'est un paysage qui reflète la souffrance, qui reflète l'horreur, qui reflète la laideur, par opposition à beauté, qui reflète La la beauté. violence. Bien, la Violence. violence. Oui. Mm. Vous voyez? Ça va? C'est compris? Mm. Allez, on rédige notre réponse maintenant qu'on a bien compris la question. Maintenant, donc on va noter petit 3. Le narrateur établit une opposition entre le paysage du village natal entre le paysage du village natal et celui du franc. Bien celui au franc. Celui du franc. Alors, puisqu'on a dit qu'il s'agit bien d'une opposition, je vais recourir à l'expression grammaticale de l'opposition. Alors que le premier est synonyme, ou alors que le premier reflète, comme vous voulez, est synonyme de beauté, de sécurité et de paix. Je vais justifier hein, le village, les forêts, qui l'encerclaient. C'est un coin de verdure, comme dirait Rimbaud, donc dans le Dormeur du Val. Les forêts qui l'encerclaient, les pâtures où les vaches grasses et longues broutaient, l'herbe surpiquée de fleurs. Je vais mettre des points de suspension. Le second paysage reflète l'atrocité de la guerre. Sa laideur. Et son effet, ainsi que
son caractère effroyable. Je vais noter ici le paysage qu'il avait devant lui. Paysage de terre et de gravats remués. Paysage informe. Vous allez comprendre pourquoi j'ai relevé cet indice et pas un autre. Paysage informe. Informe, c'est-à-dire qu'il n'a plus de forme, qui est devenu méconnaissable. C'est bon? Ça va? Mohamed Mouaz, Manal, Maimouna. Oui, madame. C'est bon, Oui. c'est clair, Hanim? Oui, je reconnais ta voix. Hein? Quelle voix Madame. ensorcelante. Souroul, c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Alors maintenant, je vais passer à la quatrième. Hein? Quatrième question. Je reviens au texte et à l'énoncé. Hein, question. Donc, voilà. Allez. Il n'y a plus que cette question. Alors, d'habitude, on vous propose des devoirs qui comptent ou qui comportent 3 questions. Mais on peut aussi vous proposer une épreuve qui comporte 4 questions. Donc, la compréhension peut comporter 3 ou 4 questions. Là, on a 4. Plusieurs procédés d'écriture expriment l'horreur de la guerre. Relevez et expliquez en 2. D'habitude, on ne pose pas ce type de questions directement. C'est en rapport avec une affirmation ou bien une autre question de compréhension. Mais là, puisqu'on nous demande de reconnaître et de relever des procédés d'écriture, donc procédés d'écriture qui expriment l'horreur de la guerre, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De relever et d'expliquer 2 procédés. Donc, qu'est-ce que je dois retenir? L'horreur de la guerre, son côté effroyable, effrayant et dégoûtant, abject, qui se traduit par l'emploi de 2 procédés. Donc, je vais revenir au texte et nous allons travailler dessus. Alors, regardez bien, pour cette dernière question, je peux piocher les procédés du début à la fin. Parce que du début à la fin du texte, l'auteur met à nu l'horreur de la guerre. C'est bon? Ça va? Alors, dans le premier paragraphe, essayons de relever quelques procédés. Il y a un parallélisme de construction. Il souffrit, il eut froid, faim, il eut peur. Oui, par exemple. Hanin, Admiration avec. oui, regardez bien. Il souffrit, bon, je vais relever ceci. Hein. Il eut froid, faim, soif. Donc, je vais Oui, c'est une considérer, accumulation. très bien, c'est une Accumulation. accumulation. Bien. Regardez, il eut peur, il pleura, il supplia. Je peux considérer qu'il s'agit ici. Oui, il y a un parallélisme de construction, mais je peux aussi considérer qu'il s'agit d'une Gradation. gradation, n'est-ce pas? Donc, il pleura, il a peur, c'est moins fort que pleurer. Et pleurer, c'est moins fort que supplier. Oui. Supplier, il est désespéré. Hein. Donc, il a peur, il pleura, il supplia. Oui, quoi d'autre? Regardez, je vais essayer de changer de couleur. C'est Regardez, un peu comme ça. mourir, Mourir. mourir. Oui. Ça va? Donc, la répétition du verbe mourir, n'est-ce pas? Mais je peux également relever le champ lexical de la mort.
La mort, cadavre, mourir. Bien. Vie, Oui. mourir, mourait, mourait, s'éteignait à jamais. Hmm. Oui. Je peux même relever ici sans, Le corps, c'est plus ça. voilà, sans que cette lumière ne puisse réchauffer son corps. C'est-à-dire, Il mais est je mort. peux également Oui. poursuivre. Ah oui, Hamid, tu as tout à fait raison de relever le Cadavre, mot cadavre. Attends que possible je à ramener retrouve. vers la réalité. C'est la ligne 20. Oui, donc cadavre. Voilà. Donc cadavre. Et puis on a eau morte. Et puis on a saignée longue et tortueuse. Le sang. C'est clair? Donc on a Le le champ texte est lexical. Hein. tellement... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Métaphore. C'est bon? On a l'embarras du choix. C'est très riche. Hein. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez bien. Paysage de creux remplis d'eau morte, de buttes hérissées, de mâches fer, de saignées tortueuses, longues et tortueuses, de cadavres impossibles à ramener. Donc on a encore une fois Accumulation. Cumulation. voilà, une accumulation. Nous sommes d'accord? Oui. Oui. Regardez bien vers la fin du texte également, on a autre chose. Alors, la répétition du mot Je... peur. Il Oui. eut peur. Peur de ne plus pouvoir repartir. Peur de rester. C'est bon? Avec, évidemment, pardon, voilà, avec ce qu'on a relevé tout à l'heure. Hein. Il, il eut peur. La répétition donc du mot peur. Ça va? Oui. On n'a pas encore fini. Regardez. L'horreur de la guerre est également traduite par une métaphore. Oui. Hein, un grand corps malade. Donc l'auteur assimile le franc à un grand corps malade. C'est bon? Mhm. Là, on a une comparaison. Les simples troncs, pareils à des échardes immenses plantées dans un corps malade. C'est bon? Donc on a tellement de procédés. On rédige notre réponse. On passe à la Oui. rédaction. Oui. Voilà. Donc on va noter. Oui, madame. Très bien. Allez, donc euh, on nous demande de relever deux procédés, n'est-ce pas? Donc, vous n'allez pas oublier cette remarque. Chaque procédé doit être expliqué à part. L'effet recherché par le procédé doit être expliqué à part. C'est compris? C'est une précision qu'on nous a faite l'année dernière et moi j'ai fait le contrôle donc, de la correction, hein, je contrôlais. On nous a dit que lorsqu'il s'agit de relever deux procédés d'écriture, l'élève, le candidat, doit expliquer l'effet recherché de chaque procédé à part. N'oubliez pas cette remarque pour ne pas perdre des points. Alors je reprends. Madame, في الكاستيون Oui, هو قايل expliquer en deux. مش معناتها مع بعضهم. non. Expliquez en deux. Vous allez expliquer. Je te dis que c'est une précision qu'on nous a faite que l'année dernière. Hein. Même si c'est Ok. répétitif, nous allons nous en tenir aux dernières précisions. C'est-à-dire, quand on nous demande de relever deux procédés, je nomme le procédé, je relève l'exemple, j'explique l'effet recherché par le premier procédé, je refais la même chose pour le second. Je ne perds rien du tout. Et comme Ok. ça, je serai rassurée d'avoir ma note. C'est bon? Je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est répétitif. Mais puisqu'on nous demande de le faire, nous allons le faire. Hein? Ok. Nous allons nous y mettre. Alors, on va noter pour mettre en exergue l'horreur de la guerre
l'auteur recourt à divers procédés d'écriture dont on cite la métaphore. Je vais relever l'exemple. Donc, des échardes immenses plantées dans un grand corps malade. À travers l'emploi de cette image ou bien de cette figure d'analogie, vous n'êtes pas obligé de mettre figure d'analogie. Vous pouvez mettre à travers l'emploi de cette métaphore, à travers l'emploi de cette figure de style, à travers l'emploi de cette image. Hein, virgule, l'auteur assimile le franc à un grand corps malade pour souligner la souffrance, la violence et la laideur des conflits armés, pour reprendre le mot guerre. Pardon. Donc, des conflits armés. Donc, là, on a fait la moitié du travail. Maintenant, il faut qu'on relève également un autre procédé. Donc, nous allons opter pour le champ lexical de la mort. Hein. De même, l'auteur fait appel au champ lexical de la mort. Et là, je vais relever toutes les expressions qui forment le champ lexical de la mort. Alors, on les a relevés, donc je vais les noter. Donc, le champ lexical de la mort. Donc, on va noter, il vit mourir. Mourait. S'éteignait à jamais. Cadavre. Eau morte. Je ne suis pas obligée
de tout relever. Mais puisqu'on est en train de faire l'exercice, autant les relever. Alors, donc, eau morte, et puis on a saignée, tortueuse. Voilà, on a relevé. Vous avez constaté que lorsqu'on relève les mots appartenant à un champ lexical, on place chaque mot ou chaque expression entre guillemets. Comme ça, on évite la confusion avec la gradation ou l'accumulation. Donc là, je vais revenir à la ligne pour expliquer les faits recherchés. Hein. Donc, on va noter ce champ lexical ou cette multitude ou la prolifération ou la profusion. Donc, je vais noter la profusion des expressions, des mots et expressions relevant du champ lexical de la mort rend compte de l'atrocité et de l'aspect tragique et mortifère, c'est-à-dire il cause la mort, hein, et mortifère de la guerre. Voilà. Là, on peut dire qu'on a bien rédigé la réponse à la question. Je vais relire. Hein. Vous suivez attentivement. Donc, voilà. Pour mettre en exergue l'horreur de la guerre, l'auteur recourt à divers procédés d'écriture dont on cite la métaphore. Des échardes immenses plantées dans un corps malade. À travers l'emploi de cette figure d'analogie, l'auteur assimile le front à un grand corps malade pour souligner la souffrance, la violence et la laideur des conflits armés. De même, l'auteur fait appel au champ lexical de la mort. Il vit mourir, mourait, s'éteignait à jamais, cadavre, eau morte, saignée, tortueuse. La profusion des mots et expressions relevant du champ lexical de la mort rend compte de l'atrocité et de l'aspect tragique et mortifère de la guerre. Voilà, on a réussi notre tâche qui est celle de répondre aux questions de compréhension par écrit. Nous avons fourni des réponses rédigées, justifiées et rédigées en paragraphes dans lesquels également on retrouve les justifications nécessaires. Voilà. C'est bon? Surur, ça fait? Sarah? Bon, Mayouna? Imada. Hanin? Rawan? Et Moraz. C'est bon? Oui, madame. Très bien, très bien. Alors, regardez bien ce qu'on va faire maintenant. On va passer aux exercices de langue. Alors, dans ce texte, on touche de près à deux thèmes. Le thème de la guerre, principalement, et le thème souvenir. De la voilà, souvenir. souvenir et nostalgie, puisque le terme figure dans notre texte et les lettres du père renvoient Firmin à sa vie d'antan, à sa vie avant d'aller au front, n'est-ce pas? Donc il se souvient de sa vie, il se souvient de son village. Alors regardez bien la première question. Trouvez dans le texte le mot correspondant à la définition suivante. Tristesse et état de langueur causé par l'éloignement du pays natal. Mal du pays. Puis employez-le dans voilà. Donc c'est si simple. Puis employez-le dans une phrase. Lisez attentivement la consigne pour ne pas oublier une partie de la question. Donc on nous demande de relever dans le texte le mot nostalgie évidemment, et puis on doit l'employer dans une phrase personnelle. Hein. Donc c'est si simple.
Voilà. Donc, on va noter ici langue. B. Donc, langue. On va commencer par la première question. C'est une question de vocabulaire. Donc, je vais noter ici nostalgie. Je vais utiliser le mot nostalgie dans une phrase personnelle. Donc, je vais noter Firmin éprouve de la nostalgie pour son pays natal et pour sa vie d'antan, d'autrefois. C'est bon? On passe maintenant à la deuxième question de langue. Alors, il s'écrivait tous les mois, il voulait maintenir la complicité qui les unissait. Relier les deux propositions de manière à exprimer la cause, le but. Faites très attention à la consigne. On nous dit relier les deux propositions de manière à exprimer la cause, le but. On ne nous précise pas s'il s'agit de phrases simples ou de phrases complexes. Donc, libre à moi d'utiliser une expression pour relier, afin de relier les deux propositions. Regardez bien attentivement les deux propositions. Laquelle exprime la cause et laquelle exprime la conséquence. La deuxième exprime la cause. Oui, très bien. La deuxième exprime la cause. Et donc, qu'est-ce que je dois dire? Il écrivait chaque mois parce qu'il voulait. Oui, c'est tout à fait correct. Hein, c'est Hanine. Oui, Oui, très bien. Oui, donc là, je peux utiliser parce qu'il, ou bien car, ou bien étant donné que. Donc, libre à moi d'utiliser l'une des expressions de la cause. Donc, je vais noter hein, la phrase. Il s'écrivait tous les mois parce qu'il. Là, je peux utiliser car aussi. Hein, étant donné, parce qu'on ne nous a pas demandé une subordonnée. Étant donné que, ou bien vu que. Donc, je peux utiliser n'importe quel moyen grammatical. Donc, il s'écrivait tous les mois parce qu'il voulait maintenir la complicité qui les unissait. Maintenant, on passe à l'expression du but. Alors, je dois faire attention à quoi? on doit changer le sujet. Bien, on doit avoir deux Le sujet. sujets différents. Oui. Oui, le verbe C'est bon, ça. doit être au subjonctif. Bien. Alors, je vais donner deux possibilités. La première dans une phrase simple et la seconde dans une phrase complexe. Donc, je vais noter. Donc, je vais noter ici phrase simple. Les deux sont valables, les deux sont corrects. Donc, il s'écrivait tous
les mois, pour maintenir, pour ou bien afin de. La complicité qui les unissait. Là, j'ai un complément circonstanciel de but. Maintenant, je vais noter dans la phrase complexe. Alors, il s'écrivait, oui, tous les mois, La complicité, oui, comme oui, très bien, pour que, ou bien afin que, leur complicité soit maintenue. Voilà. Donc là, je vais souligner la subordonnée, hein, pour que, ou bien afin que, leur complicité soit maintenue. C'est une subordonnée circonstancielle de but, introduite par pour que, ou bien afin que, plus subjonctif. Est-ce que c'est clair? Ça va? Oui, madame. Oui, Ramim, c'est correct, hein, afin de maintenir la complicité qui les unissait. C'est maintenant que je vois ta rédaction. Bon, alors, regardez bien attentivement. Regardez, on va lire l'essai d'abord, hein. Alors, l'horreur de la guerre n'empêche pas Firmin de s'émouvoir, d'être touché, c'est-à-dire, hein, à la lecture des lettres de son père. Peut-on garder son humanité, sa sensibilité devant tant d'horreur, tant de souffrance? Vous développerez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Voilà, je vous ai ramené donc cette production entièrement rédigée. On va la lire. Elle pourra également vous aider, hein. Alors, voici l'introduction. Donc, les guerres et autres conflits armés apportent toujours leur lot de malheurs, de souffrances et de tragédies humaines. On assiste souvent à des scènes horribles de cruauté bestiale et sanguinaire qui remettent en question l'humanité du genre humain. Dans ce cas, jusqu'à quel point peut-on garder sa sensibilité et son humanité face à de telles atrocités? Toutefois, la diffusion incessante et à longueur de journée de telles scènes n'est-elle pas susceptible de rendre l'individu insensible et indifférent? Pardon. Alors, voici donc l'introduction. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Alors, le développement. Donc, on va commencer par l'argument 1. D'une part, en tant qu'être humain, il est difficile d'être insensible et froid devant les images d'Apocalypse et les scènes de massacre de populations civiles. Donc, les images d'Apocalypse, ce sont les images de fin du monde, hein. En effet, la compassion et l'indignation ne peuvent être que des réactions tout à fait naturelles et légitimes face à la détresse d'êtres humains complètement désemparés, ayant tout perdu,
de femmes en pleurs, d'enfants hagards, de cadavres sauvagement déchiquetés et contre la bestialité et la barbarie des hommes qui commettent des actes abjects et des génocides sans aucun scrupule. On ne peut pas ne pas partager les douleurs, les deuils de ces personnes impuissantes et démunies, souvent face à des soldats ou des troupes lourdement armées. Ces images qui nous parviennent nous bouleversent assurément au plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, de nombreux écrivains, surtout ceux l'ayant vécu de l'intérieur, à l'instar de Céline ou André Malraux, ont décrit dans leurs œuvres des scènes d'horreur traumatisantes où les victimes sont des jeunes conscrits dont certains ne sont que des adolescents, des jeunes, c'est-à-dire recrues, des jeunes qui sont pris pour des soldats qu'on a engagés pour faire la guerre. Argument 2. D'autre part, tant d'horreur et de souffrance n'incite pas seulement à éprouver des sentiments d'empathie. Le sentiment d'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à partager ses sentiments et son mal-être, et de compassion. La compassion, c'est la pitié, et de compassion à l'égard des victimes de la guerre. Effectivement, ces actes indignes ont poussé certains à agir, à dénoncer toute forme de guerre et à condamner vigoureusement les belligérants ou les agresseurs et surtout à œuvrer pour la paix, une paix véritable et durable qui épargnerait aux populations touchées et à l'humanité entière les conséquences néfastes d'un conflit armé absurde. À vrai dire, leur humanité, leur prise de conscience les motive à militer au sein de mouvements pacifistes et à s'engager activement dans un combat contre toute forme de violence. C'est dans ce sens qu'Albert Camus affirme que la paix est le seul combat qui vaille, je vais supprimer ceci, qui vaille d'être mené. C'est une citation de Camus. En littérature, comme en philosophie, des auteurs français comme Sartre, Aragon, Camus ou Mauriac ont choisi de réagir avec leur engagement. Donc ils se sont engagés pour défendre la paix, à la fois sociale et politique, en revendiquant haut et fort leur refus de la guerre et des atrocités. Maintenant, on va passer à l'antithèse. En revanche, comme on le dit souvent, trop d'images tue l'image. En effet, d'un côté, la diffusion incessante et à longueur de journée des scènes de guerre, aussi effroyables soient-elles, finit parfois par lasser les gens, car un gavage d'informations leur fait perdre leur intérêt jusqu'à même les banaliser. Donc, la profusion d'images, le flux d'images violentes banalise la violence et rend insensible le spectateur ou le téléspectateur. Les vues aériennes de bombardement, les images de destruction, les rues jonchées de cadavres ne sont plus que des scènes habituelles et la guerre devient un fait divers qui rend les gens indifférents et même insensibles. Au fait, les images diffusées par l'armée américaine pendant les guerres qu'elle a menées en Irak ou en Afghanistan donnent l'impression qu'on assiste à des images virtuelles d'un jeu vidéo, alors que, sous les bombes, des dizaines de personnes meurent ou se retrouvent mutilées. Mutilées, c'est-à-dire ces personnes perdent une jambe, un bras, un œil, etc. Il ne faut donc pas s'étonner de voir des individus réagir plus à un match de football qu'à une tragédie qui touche des êtres qui leur sont étrangers et inconnus. Deuxième argument, certains individus, certains peuples ne sont concernés que par ce qui les touche. Ils sont donc insensibles aux problèmes des autres. Tant qu'ils sont épargnés par les conflits armés, tant que cela se passe ailleurs, loin de chez eux, ou uniquement sur un écran, ils affichent un désintérêt total. Effectivement, ces individus sont tellement absorbés par leur train de vie quotidien, par leurs petits soucis, qu'ils ne se rendent pas compte du malheur des autres. L'Europe, pour ne citer qu'elle, a toujours assisté indifférente au massacre
perpétrés par des conflits armés ou des guerres civiles ayant touché des pays arabes, africains. Mais elle est sortie de son hibernation, ou inertie, comme vous voulez, et s'est dressée énergiquement le jour où des actes terroristes ont frappé des capitales européennes et fait des victimes civiles. La conclusion? Pour conclure, certes des scènes de violence et d'atrocités inhumaines ne peuvent passer inaperçues pour un homme qui se respecte et qui possède un brin d'humanité, mais l'indifférence des uns et l'insensibilité des autres est malheureusement un fait avéré, c'est-à-dire qui est là, qui est vrai, qu'on ne peut pas nier. Cependant, les hommes comprendront-ils un jour qu'une nouvelle tragédie planétaire est une menace pour toute l'humanité et que rien ni personne ne sera épargné? Voilà, j'espère que ça va vous aider à avoir une idée là-dessus. Donc, c'est un sujet assez intéressant. Donc, les idées en rapport avec les images, avec l'insensibilité, avec la banalisation de la violence. Hein. On y est, hein. On vient de vivre un événement la semaine dernière. Hein. On a assassiné la journaliste palestinienne. Il y a des gens qui ont été touchés, qui en ont pleuré, Oui, il y a d'autres qui étaient indifférents parce qu'ils c'est malheureux. voilà, parce qu'ils sont habitués, ils se sont habitués à la violence, donc ils sont devenus insensibles. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes fatigués, alors essayez de vous ménager, essayez de travailler et de vous reposer également, parce que il ne faut pas que vous arriviez le jour de l'examen trop fatigué. Lisez, relisez les essais que je vous ai proposés, relisez les réponses et rédigez également pour avoir une idée sur la façon, sur la manière de rédiger la réponse en paragraphe. Je vous embrasse tous et je vous souhaite plein de courage et beaucoup de bonheur, évidemment, comme conséquence de Merci. votre réussite, Inch'Allah, votre brillante, fulgurante réussite. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Inch'Allah باسم madame على كريش. Merci. Merci. Au revoir, madame. Bonne Au nuit. revoir, Hanine. Au revoir, tout le monde. Bye bye. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Ranim. Merci, Maïmouna. Bonsoir, Rémi. Merci, ça fait.